todos muito bom dia. Creio que podemos começar já a palestra do professor Jean-Yves Mollier, a invasão das fake news nas democracias, do caso Dreyfus aos conglomerados midiáticos. Professor Jean-Yves Mollier, professor emérito da Université de Versailles, Saint-Canton Nivellini, já é podemos dizer, um habitué entre nós, não é? Fez já várias colaborações em termos de pesquisas, conferências, palestras, cursos. É o grande historiador da história editorial da França na época contemporânea, de alguma forma o descobridor do capitalismo de edição, não que ele tenha descoberto o capitalismo, mas que tenha feito a pesquisa, a primeira grande pesquisa, não é, e aberto aí todo um caminho na história do livro e da edição sobre a questão das grandes empresas, dos grandes conglomerados, no livro editado aqui pela editora da Universidade de São Paulo, O Dinheiro e as Letras, História do Capitalismo Editorial. Também se dedicou à história da imprensa na França, à história da censura. Seus temas, então, estão sempre relacionados às questões das mídias, do poder político, do Estado, do poder do mercado. E eu creio que a temática do fake news, embora o termo seja totalmente recente e na moda, o professor Jean-Yves Mollier vai demonstrar que as fake news, elas circulam há muito tempo, não é? E, de alguma forma, elas vão traçando e determinando os destinos, tanto de decisões de dos estados ou do Estado, quanto decisões políticas, decisões econômicas, decisões ligadas ao mercado financeiro e assim por diante. Então, é uma honra recebê-lo aqui. Jean-Yves Mollier faz um périplo nacional, ele veio de Fortaleza, passou por São Luís do Maranhão, São Carlos, Campinas, segue para o Rio de Janeiro. Então, poder colocar na agenda do professor Jean-Yves Mollier essas horas aqui no nosso Instituto de Estudos Avançados é uma grande honra. Eu agradeço a todos pela presença e agradeço a todos que estão nos acompanhando ao vivo pela internet. Muito obrigada. Muito obrigado. Bon dia à todas et à todos. J'ai choisi donc, en accord avec Marisa, de parler aujourd'hui de l'invasion des fake news dans les démocraties de l'affaire Dreyfus jusqu'à l'époque des conglomérats médiatiques. Les fake news sont à la mode et depuis la dernière élection présidentielle américaine, il ne se passe pas de semaine sans qu'un nouveau mensonge diffusé par les médias ou sur Internet ne vienne donner l'impression que le citoyen est démuni face à un océan d'informations qui le submerge sans qu'il puisse distinguer le vrai du faux. Les réseaux sociaux disposent certes de moyens sans commune mesure avec ceux des journaux du passé, et la vitesse de propagation des fausses nouvelles est très supérieure à ce qu'elle était auparavant. Toutefois, la conquête de l'Ouest américain au XIXe siècle avait habitué les lecteurs des quotidiens à tenir pour vraies les rumeurs que propageait le télégraphe. Ainsi, dans le film de John Ford, L'homme qui tua Liberty Valance, en 1962, un personnage s'écrie « Ici, monsieur, on est dans l'Ouest. Quand une légende dépasse la réalité, on imprime la légende. » Cette réflexion désabusée ramène aux origines lointaines de la presse et au canard, comme l'on disait en France, au début du XIXe siècle, c'est-à-dire à des inventions tellement énormes qu'elles font sourire celui qui entend le crieur de journaux affirmer qu'une comète va s'écraser sur la Terre dans les heures suivantes ou qu'un animal extraordinaire a enfanté un monstre. En reprenant à son compte les manipulations les plus grossières de l'opinion, le canard se situait d'ailleurs dans la lignée des almanachs, ces ancêtres de la presse moderne qui, du XVIe au XIXe siècle, ajoutaient à leurs éphémérides des informations plus ou moins fantaisistes sur les cataclysmes prétendus naturels et des prédictions qui faisaient à la fois sourire et redouter qu'elles ne se produisent. D'une certaine manière, les médias, y compris ceux dont la périodicité était réduite à un numéro par an, ont toujours entretenu
un rapport étroit avec la diffusion de fausses nouvelles, parce qu'il est plus facile de gagner des lecteurs en inventant des faits divers plutôt que d'attendre que les faits divers ne se produisent pour les commenter. Toute la presse populaire européenne du XIXe siècle a vécu de la fabrication de faits divers sanglants. Et lorsque les criminels étaient au chômage ou réduisaient leurs activités, les journalistes ressortaient de leur tiroir des affaires anciennes qu'ils remettaient au goût du jour en y ajoutant quelques éléments susceptibles de conférer de la vraisemblance à leurs articles. Si les serial killers ont sans doute toujours existé, et dans tous les pays, ils sont cependant moins nombreux que ceux qui ont été décrits par les grands médias du XXe siècle comme de redoutables créatures assoiffées du sang de leurs victimes. Chacun de vous aura reconnu Hannibal Lecter, le héros monstrueux créé par Thomas Harris en 1997 et apparu dans Le Silence des agneaux. Ce personnage, auprès de qui le Frankenstein de Mary Shelley, 1818, passerait presque pour un innocent, et le comte Dracula de Bram Stoker, 1897, pour une malheureuse victime de son penchant qui le pousse à boire le sang de ceux qui l'approchent. Le rire qui secoue le lecteur de la vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par M. Alcofribas, abstracteur de quintessence, plus connu sous le nom de Gargantua, ce roman de Rabelais publié en 1534, ce roman fait surgir la distance qui interdit de confondre la fiction avec la réalité. Il en est de même des aventures de Don Quixote de la Mancha et de Sancho Panza qui ont fait le tour du monde, ou des aventures plus récentes du colonel Aureliano Buendía, le héros de 100 ans de solitude, le roman de Gabriel García Márquez, dont les 32 guerres perdues ne sont pas sans faire penser aux campagnes du chevalier à la triste figure contre les moulins à vent. Pour qui a vu et entendu Donald Trump affirmer que lors de la cérémonie officielle d'investiture consacrée son entrée à la Maison-Blanche le 20 janvier 2017, il n'y avait jamais eu de foule aussi nombreuse venue saluer un nouveau président américain, alors que les télévisions du monde entier nous montraient des avenues de Washington pour le moins clairsemées. Le sourire était encore une fois la meilleure défense contre le mensonge d'État élevé au rang d'une véritable méthode de gouvernement. Cette fois, la comparaison qui s'impose est plutôt celle du père Ubu, le héros d'Alfred Jarry, dont le côté sanguinaire et le goût pour la dictature, fut-elle renvoyée à un improbable royaume de Pologne inexistant en 1896, Ubu faisait redouter qu'il ne quitte la scène pour s'asseoir sur un véritable trône. Depuis janvier 2017, les tweets du président américain et ses affirmations ubuesques face au dictateur nord-coréen ont semblé confirmer son penchant immodéré pour les fake news, sans doute acquis au cours de ces années où il était présentateur des émissions de reality show dont il était en même temps le producteur. Si j'ai choisi aujourd'hui de commencer mon intervention par une présentation ou un rappel de l'affaire Dreyfus qui secoue la France entre la fin de l'année 1897 et le milieu de l'année 1899, c'est que cette grave crise politique vit la presse jouer un rôle considérable dans la fabrication et même dans la manipulation délibérée de l'opinion. Comme vous le savez, le capitaine Alfred Dreyfus avait été accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne et condamné par un tribunal militaire sur la base de documents fabriqués par l'état-major de l'armée qui n'avaient pas été communiqués aux avocats de la défense. Dans un contexte très particulier
qui voit la France, vaincue par l'Allemagne lors de la guerre de 1870, aspirer à la revanche et à la récupération des deux provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine. Les lecteurs de la presse ne pouvaient admettre que l'institution militaire puisse se tromper, et encore moins que l'armée puisse mentir aux citoyens. Quiconque osait émettre un doute sur la culpabilité de l'officier traître passait alors pour un mauvais Français, ou pire, pour un espion à la solde de l'ennemi. Les forgeries commises par certains officiers supérieurs pour transformer le capitaine Dreyfus en un criminel illustrent jusqu'à la caricature la capacité de certains gouvernements, y compris dans les démocraties, à fourvoyer leur opinion publique au nom d'une prétendue raison d'État qui s'imposerait à tous dans certaines circonstances. Sophocle, le grand dramaturge grec, avait cependant répondu par avance aux affirmations identiques du roi Créon en faisant dire à son héroïne, Antigone, qu'il existe des lois non écrites supérieures aux lois écrites, lois non écrites pour lesquelles un citoyen digne de ce nom doit accepter de perdre la vie. Premier point de mon exposé, l'affaire Dreyfus et la fabrication de fausses nouvelles. Accusé en octobre 1894 d'espionnage au profit d'une puissance étrangère, le capitaine Alfred Dreyfus fut condamné quelques mois plus tard par un conseil de guerre, un tribunal composé de 7 juges militaires, à la peine maximale, la déportation en Guyane. Enfermé dans un bagne qui avait été prévu pour des prisonniers de droit commun, et non pas dans une enceinte fortifiée comme le prévoyait la loi, Dreyfus fut cependant séparé des autres détenus et constamment surveillé par des militaires à qui il était absolument interdit de lui parler. Les études menées sur la presse française des années 1894-1895 montrent qu'il n'y eut pas au départ d'affaire, puisque la quasi-totalité des journaux étaient persuadés de la culpabilité de l'officier Félon. Il faut dire que le ministre de la guerre, le général Mercier, n'avait pas craint de violer la loi en confiant au journal Le Figaro, le 28 novembre 1894, alors que l'on en était au simple stade de l'instruction du dossier judiciaire, que l'état-major général des armées possédait, je cite, des preuves criantes qui accablaient Alfred Dreyfus. Le gouvernement dut intervenir le soir même, par l'intermédiaire du journal Le Temps, son porte-parole officieux, pour rappeler que le ministre de la guerre ne pouvait pas préjuger des décisions du tribunal. Mais le quotidien Le Figaro, le lendemain, confirma les propos du chef des armées. Comme vous le voyez, ce qui allait bientôt se révéler comme l'une des plus graves entreprises de désinformation perpétrée par une institution militaire appartenant à une démocratie authentique, provenait des sommets de l'État et allait y demeurer pendant une très longue période. Pour ne pas avoir mené l'enquête judiciaire, selon les règles de la procédure qui exigent à la fois du temps et de la patience, les deux pires ennemis des médias, l'état-major des armées fut rapidement conduit dans une impasse. Ou bien il révélait qu'il s'était trompé et il substituait à l'officier innocent, le capitaine Alfred Dreyfus, l'officier traître, le commandant Valzin Esterhazy. Mais dans ce cas, l'état-major reconnaissait avoir commis une faute très grave. Ou bien il s'enfermait dans ses mensonges et il prenait le risque d'un ébranlement de la confiance en l'armée si la vérité finissait par être dévoilée. Vous le savez, il fallut l'obstination du nouveau chef du contre-espionnage, le lieutenant-colonel Picard, celui qui découvrit la forgerie qui avait été fabriquée dans ses propres bureaux afin d'obtenir la condamnation du capitaine Dreyfus. Il fallut son obstination
pour que la vérité commence à sortir du puits, selon la métaphore filée par les dessinateurs de la presse de l'époque. Encore, Picard y risqua-t-il sa propre vie, puisque ses chefs, refusant de l'entendre et de réparer leur erreur ou la supercherie des premiers responsables de la manipulation des preuves, à savoir le commandant du Paty du Clam, le colonel Sandher, le commandant Henry et le général Mercier, ils l'envoyèrent en mission en Tunisie, dans une région où il aurait très bien pu être tué au combat à la fin de l'année 1897. Les chefs de l'armée ne s'arrêtèrent pas là. Et comme le doute commençait à envahir les consciences, notamment la conscience du vice-président du Sénat, Scheurer-Kestner, puis la conscience de l'écrivain Émile Zola, ils multiplièrent les faux en écriture publique, les mises en scène rocambolesques pour couvrir les frasques du véritable coupable et piéger le colonel Picard afin de convaincre davantage encore l'opinion que Dreyfus était bien le seul et unique coupable. En utilisant l'arme de l'antisémitisme qui avait ressurgi avec force en France après la guerre franco-prussienne en 1870, parce que la plupart des juifs de ce pays étaient d'ascendance ashkénaze et portaient des patronymes à consonance germanique. Dreyfus venait d'Alsace et on prononçait Dreyfus, et les Rhénac venaient de Rhénanie et on prononçait Reinach. Les responsables de cette crise nationale prirent une responsabilité extrêmement grave. En effet, s'il n'y avait pas eu d'affaire Dreyfus en 1894, 1895, 1896, l'affaire allait ébranler le pays dans ses profondeurs en 1898, 1899, et on enregistra des manifestations violentes au plus fort de l'affaire en mai et en juin 1898 dans plus de 300 villes françaises. Les 3 départements que constituait alors l'Algérie s'enflammèrent et il y eut mort d'hommes, de juifs bien entendu, tandis qu'en métropole, on ne comptait plus les magasins juifs aux vitrines brisées et les mannequins de commerçants juifs pendus en effigie. La littérature du trottoir s'en donna à cœur joie et la consommation de papier doubla dans la ville de Paris pendant les mois les plus chauds de cette gigantesque affaire de presse. Les nouvelles et les rumeurs les plus folles étaient répandues à profusion et les journalistes antisémites s'en prenaient à Émile Zola après qu'il eut publié son célèbre « J'accuse » dans le journal de Georges Clemenceau « L'Aurore » le 13 janvier 1898. Transformé en juif travaillant pour les Prussiens, l'Italien d'origine qu'il était, donc un métèque pour les nationalistes les plus chauvins et les plus xénophobes, il ne pouvait être qu'un ennemi de la France et un adversaire à abattre par tous les moyens. Aujourd'hui, on sait qu'Émile Zola fut bien assassiné en octobre 1902, le conduit de sa cheminée ayant été volontairement obstrué par un faux ouvrier partisan de l'Action française. Ce militant d'extrême droite voulait venger la France de ce qu'il considérait avoir été une grave erreur, à savoir la libération d'Alfred Dreyfus et la reconnaissance de la culpabilité des faussaires dans sa condamnation. Même lorsque la Cour de cassation, l'équivalent de la Cour suprême aux États-Unis ou au Brésil, même lorsque cette Cour aura décrété l'innocence totale d'Alfred Dreyfus le 12 juillet 1906 et ordonné sa réintégration dans l'armée, il demeurera, dans l'esprit des nationalistes les plus fermés au doute, la certitude que toute cette affaire avait été montée, dirigée par un syndicat juif immensément riche et trafiquant avec la vérité pour parvenir à ses fins.
100 ans plus tard, en 1998, le ministre français des Armées devra rédiger un texte solennel pour que l'ensemble de l'institution militaire accepte enfin de reconnaître que le capitaine Dreyfus était totalement innocent. Quant au journal, le grand quotidien catholique La Croix, un périodique dirigé par les Pères de l'Assomption, une congrégation religieuse qui s'était proclamée en août 1890 le journal le plus antisémite de France, La Croix fera une remarquable autocritique qu'il convient d'appeler plutôt un mea culpa ou un mea maxima culpa, en reconnaissant en cette même année 1998, année du centenaire de l'affaire Dreyfus, que le journal La Croix avait commis un péché grave 100 ans plus tôt en contribuant à alimenter l'antisémitisme des Français qui lisaient le journal La Croix et qui lui accordaient leur confiance. Comme vous le voyez, pour qu'un siècle plus tard, l'armée et un grand journal catholique respecté, La Croix, soient conduits à dire publiquement leur faute passée, c'est que l'affaire Dreyfus avait vraiment été une des plus grosses affaires, des plus gros scandales des 2 siècles précédents. Bien sûr, on ne parlait pas alors de fake news, et la langue française demeurait l'idiome des élites internationales pour encore quelques décennies. Mais les fausses nouvelles qui avaient alimenté les campagnes de presse des années 1894-1900 avaient été plus énormes que toutes celles qu'on avait pu lire auparavant. Pour quiconque s'intéresse à l'affaire Dreyfus du point de vue des études de communication ou de presse, ou encore à la sociologie de l'opinion publique, la lecture du petit journal, 1 million d'exemplaires vendus chaque jour, la lecture de l'Éclair, du journal, du Matin, ou encore de la Libre Parole, le quotidien antisémite d'Édouard Drummond et de la romancière Gyp, la lecture de ces journaux est tout à fait révélatrice des passions de l'époque. Ce dernier périodique, la Libre Parole, fondé en avril 1892, avait déclenché ce que l'on appela le scandale de Panama, en révélant les dessous du Panama. En septembre 1892, un mystérieux Micros dénonçait la responsabilité des financiers juifs et dans le but de couvrir et de protéger le catholique Ferdinand de Lesseps, le véritable voleur des économies des épargnants qui lui avaient confié leurs économies. En ressortant cette affaire en 1896-1897 et en désignant de nouveau Jacques de Reinach, Cornelius Hertz et Léopold Harton, les 3 intermédiaires juifs du conseil d'administration pourtant majoritairement catholique de la Compagnie universelle du canal interocéanique, Édouard Drummond et la Libre Parole noyaient l'affaire Dreyfus dans un océan d'antisémitisme qui la submergea. C'est en effet l'intrication de ces 2 retentissantes affaires et de ces 2 ébranlements de la conscience française qui explique la violence des affrontements et la coupure du pays en 2. Le dessinateur Carandache illustra cette fracture qui passait à l'intérieur des familles en proposant aux lecteurs du journal Le Figaro daté du 14 février 1898 2 tableaux qui résumaient l'affaire Dreyfus. Sur la première vignette représentant une famille à table, sur la première qui représentait une famille à table, la légende disait « Surtout, n'en parlons pas ». Sur la seconde vignette, montrait un véritable champ de bataille. La table, comme les chaises, avait été renversée et le malheureux chien de la famille avait une fourchette plantée dans le gras de la cuisse. « Ils en ont parlé », disait la légende, qui constatait les dégâts collatéraux que l'affaire Dreyfus
entraîner en brisant l'unité des familles et en troublant la tranquillité des Français les plus ordinaires. Bien entendu, on ne peut pas prendre pour une analyse scientifique ce qui n'est que la peinture d'un acteur lui-même engagé dans le camp antisémite et anti-Dreyfusard, puisque le grand dessinateur Carandache avait créé un journal satirique, le Psst, dans lequel il faisait paraître des dessins particulièrement violents. Toutefois, il avait su, avec ce dîner en famille, procurer au lecteur du Figaro le sentiment d'une coupure de la nation qui entraînerait son affaiblissement si on ne remédiait pas rapidement à cette coupure. La conclusion du dessinateur de presse semblait s'imposer. Pour que la France retrouve son unité, il fallait cesser de parler de cette affaire et respecter la chose jugée, donc maintenir Alfred Dreyfus à l'île du diable jusqu'à sa mort. Deuxième point, après vous avoir rappelé les grandes lignes de l'affaire Dreyfus, l'industrie des fausses nouvelles dans la France de la Belle Époque. Tous les travaux qui ont porté sur la presse populaire française des années 1890-1914 ont montré l'importance que le fait divers avait revêtu à la fin du XIXe siècle. Il était apparu au début des années 1830, il était donc ancien, mais il avait considérablement progressé après 1860 et il avait conquis droit de cité dans la presse populaire, celle qui ne s'occupait pas de politique, ne critiquait jamais les gouvernements et ne s'intéressait qu'à la vie des citoyens ordinaires. Comme cette presse se passionnait pour le thème de la sécurité des biens et des personnes, elle regorgeait de récits d'enquêtes policières ayant abouti à l'arrestation des délinquants, cambrioleurs, braqueurs de banques ou encore véritables assassins. Ainsi, une série de crimes particulièrement horribles commis par un jeune mécanicien, Jean-Baptiste Tropman, qui avait tué ses patrons et toute leur famille. Ce crime abominable mit la France en émoi en 1869, lorsque le Petit Journal, un quotidien à 1 sou 5 centimes, en fit sa une. Pendant toute la période de l'enquête, puis pendant la période du jugement, qui devait entraîner la condamnation à mort et l'exécution du criminel, ce journal ne cessa de parler de ce qui était devenu l'affaire Tropman. Ce quotidien populaire venait d'inventer un genre de chronique journalistique appelé à un très bel avenir le récit policier qui mettra beaucoup de sang à la une pendant plus d'un siècle. Avant même que Gaston Gallimard ne lance un magazine spécialisé, détective, en 1928, pour satisfaire la curiosité des lecteurs obnubilés par la montée réelle ou supposée de la violence, les lecteurs du Petit Journal de 1869 avaient consacré par leurs achats massifs la montée en puissance de la grande presse populaire. Loin d'être spécifique à la France, ce phénomène s'observait un peu partout en Europe, en Grande-Bretagne en tout premier lieu, ainsi qu'aux États-Unis, et peu de pays échappaient à cette fièvre qui enflammait les passions. Lorsque le président de la République française et son chef du gouvernement, le président du Conseil des ministres, Georges Clemenceau, voulurent profiter de la baisse des crimes de sang pour supprimer la peine de mort en 1908, les journaux à grand tirage s'y opposèrent. Avec une belle unanimité, ils affirmèrent, à l'encontre de la statistique judiciaire pourtant formelle, ils affirmèrent que le crime progressait et que la violence n'avait jamais été aussi intense dans les campagnes. Le président Émile Loubet et le président du Conseil, Georges Clemenceau, durent retirer leur projet de loi et la France conserva jusqu'en 1981 la peine de mort dans son code criminel. Chaque fois que des députés de gauche tentèrent de supprimer ce droit barbare, leurs opposants
s'appuyèrent sur les journaux les plus lus pour effrayer l'opinion publique et empêcher tout projet de réforme pénale d'aboutir. De la même manière, une partie de la grande presse déformait systématiquement la propagande socialiste. Et Jean Jaurès mourra le 31 juillet 1914 sous les balles d'un assassin que la presse nationaliste avait enflammé en lui dépeignant le leader socialiste français comme un véritable agent de l'ennemi héréditaire, l'Allemagne, qui se faisait de plus en plus menaçante depuis 1905, date de son désir de s'opposer à la France à l'intérieur de son empire colonial. Là encore, les enquêtes les plus récentes semblent démontrer que Raoul Villain, le meurtrier de Jaurès, avait été poussé à accomplir son geste par ceux qui lui permirent de vivre très confortablement aux îles Baléares, alors qu'il n'avait pas d'argent, après son acquittement par la cour d'assises, qui a payé le fait de vivre jusqu'à sa mort aux Baléares. L'homme qui avait abattu à coups de revolver un journaliste député dînant tranquillement dans un restaurant situé à côté de son journal L'Humanité, avait en effet été libéré, acquitté par un tribunal populaire qui considéra que les circonstances de l'entrée en guerre expliquaient le meurtre et que ce meurtre n'avait pas été prémédité et n'était donc pas un assassinat. Le mouvement d'extrême droite, dirigé par Charles Maurras, l'Action française, qui avait déclenché une venimeuse campagne de fausses nouvelles contre le chef du Parti socialiste et qui avait sciemment armé le bras des assassins, n'avait pas été inquiété. Jusqu'à son interdiction par le gouvernement du général de Gaulle en 1944 et l'emprisonnement, l'incarcération définitive du vieux chef nationaliste, xénophobe, antisémite et chauvin, son journal, le quotidien L'Action française, continuera à accabler ses boucs émissaires et à réclamer une justice expéditive contre tous ceux qui avaient le malheur de lui déplaire, à lui, le chef de l'Action française. Les anarchistes tels Sacco et Vanzetti en 1927 seront voués par cette presse à la chaise électrique, considérée même comme un instrument trop civilisé pour eux. Quant aux antifascistes italiens, tels les frères Rosselli en 1937, ils seront égorgés par des tueurs ayant appartenu à l'Action française et qui ne l'avaient quitté que pour adhérer à un mouvement de type fasciste, le Czar, plus connu sous le nom de la Cagoule, un mouvement bien décidé à en finir avec la démocratie française. Bien entendu, Charles Maurras et Léon Daudet, les deux rédacteurs les plus importants du journal L'Action française, n'avaient pas participé directement à ce crime odieux perpétré avec un poignard, mais en vantant dans leur journal les mérites de Mussolini et en peignant les adversaires de Mussolini comme des voyous, ces journaux et ce journal et ces journalistes avaient contribué à maintenir un climat d'exaltation et de haine dans le pays au moment où celui-ci se dotait d'un gouvernement de Frente Popular. Léon Blum, le chef de l'exécutif, avait failli être lynché par des militants d'Action française peu de temps avant d'être nommé président du Conseil. Et son ministre de l'Intérieur, de la police, Roger Salengro, se suicida après une ignoble campagne de presse qui mettait en cause son attitude en août 1914. Jeune socialiste à 20 ans, et même tenté par la propagande anarchiste, sincèrement à l'époque antimilitariste, car persuadé que les armées entretenaient un risque de guerre. Salengro avait, comme Jean Jaurès, Karl Liebknecht, Rosa Luxembourg et Lénine, rêvé d'une grève générale se déversant à un ouragan sur le continent européen et interdisant, empêchant toute action militaire de masse. Mais, quand il assista à l'écroulement de son rêve, Roger Salengro fit son devoir
et il revêtit l'uniforme militaire pour défendre son pays. Mais 20 ans plus tard, en 1936, ses adversaires répandirent à dessein un flot d'accusations mensongères destinées à salir son image et à affaiblir la grande alliance des partis de gauche à laquelle Roger Salengro participait. Son suicide fut ressenti comme un déclic et le Parlement vota l'interdiction des ligues factieuses afin de rétablir l'ordre. Mais le Parlement français n'eut pas le temps de voter des lois réprimant les délits de presse en matière de fausses informations, comme Léon Blum pour le Parti socialiste et Paul Vaillant-Couturier pour le Parti communiste, il était rédacteur en chef de l'Humanité, l'avait proposé. La France de 1936 était consciente qu'on ne pouvait pas laisser prospérer indéfiniment l'industrie des fausses nouvelles qui profitait de la loi libérale du 29 juillet 1881 qui avait instauré, après 80 ans d'encadrement des journaux, une véritable liberté de la presse. Tout le monde s'était félicité de cette liberté nouvelle en 1881, mais dès 1893-1894, des lois scélérates interdisaient la propagande anarchiste, de même que l'offense aux chefs d'État étrangers, tout en réprimant les auteurs d'articles contraires aux bonnes mœurs. Terme assez vague, mais alors nettement défini par le code pénal. À ces quelques restrictions près, et en faisant abstraction de la période de la guerre, du mois d'août 1914 au mois de septembre 1919, où la censure avait été décrétée, et comme on le voit tardivement supprimée, la presse française avait bénéficié d'une véritable mansuétude de la part des pouvoirs publics de 1919 à 1939 et même de 1881 à 1939. Là encore, on doit cependant signaler des atteintes à la liberté d'expression à l'encontre des journalistes communistes qui s'opposaient à l'occupation de la Roure ou à la guerre du Rif au Maroc, ainsi qu'en Indochine entre 1924 et 1936, car ces journalistes furent nombreux à être emprisonnés à cause de leurs articles. Mais globalement, la presse française était demeurée libre. On le vit encore mieux pendant la guerre d'Espagne, où la désinformation atteignit des sommets. À lire Le Figaro, l'Action française, La Croix, Le Pèlerin, ou encore le magazine d'extrême droite Occident, les républicains espagnols passaient leur temps à massacrer les prêtres, à incendier les églises et à violer les bonnes sœurs. Comme l'a montré le grand historien britannique Paul Preston, ce furent les troupes du général Franco, le caudillo, et ses miliciens de la Phalange, le parti fasciste, qui pratiquèrent une politique d'extermination de masse. Et plusieurs prêtres se singularisèrent en prenant les armes, le fusil mitrailleur, pour tuer allègrement tous les républicains qu'ils croisaient sur leur route. Toutefois, il y eut bien, notamment en Catalogne, des incendies d'églises et des exécutions d'ecclésiastiques qui contribuèrent à affaiblir le gouvernement légal, le gouvernement de Frente Popular, et qui donnèrent à la presse opposée la matière qui lui permit de développer sa propagande. L'écrivain catholique français Georges Bernanos, il est connu au Brésil, il a vécu au Brésil, Georges Bernanos, qui avait d'abord soutenu le soulèvement franquiste, se révolta devant le spectacle des grands cimetières sous la lune, qu'il décrivit dans son courageux livre publié en 1938. Si l'on veut avoir une idée de la désinformation qui sévit à cette époque, on se contentera de citer le romancier Paul de Miomandre qui raconta à Paul Léotot, un autre homme de lettres, qui le consigna dans son journal, le meurtre d'un prêtre catalan perpétré par la Passionaria, la dirigeante du Parti communiste espagnol. Selon le récit, tenu pour vrai
par un esprit pourtant aussi rassis que Paul Léoto, Dolores Ibarruri aurait enlevé la vie au malheureux prêtre catalan en lui coupant la carotide avec les dents. Évidemment, invraisemblable. Si deux écrivains cultivés et intelligents pouvaient accepter de tenir pour vrai, de valider une telle rumeur, que pouvait-on attendre des lecteurs de la grande presse à qui des reporters sans vergogne affirmaient avoir assisté aux scènes qu'ils rapportaient? Peu de temps après, en septembre 1939, pour envahir la Pologne et pour la dépecer, Hitler fera revêtir à ses soldats de la Wehrmacht des uniformes de l'armée polonaise afin de tenir le casus belli officiel qui autoriserait le franchissement de la frontière à l'Est. À partir de cette date, ce sont les nazis, la Wehrmacht et les SS qui se chargeront directement de la propagande. Et vous savez que c'est Joseph Goebbels en personne, ministre de la propagande du Troisième Reich, qui aura la haute main sur ce département qui s'était substitué au ministère de l'Information. La même année 1939, un remarquable essai avait été publié, Le viol des foules par la propagande politique, de Sergueï Tchakotin, livre qui devait devenir, après 1945, un classique de la réflexion sociologique sur les appareils idéologiques et sur leur pouvoir. Complétant les analyses d'Adorno et d'Horkheimer sur le système totalitaire, la réflexion de Sergueï Tchakotin, qui était russe, mais qui avait vécu en Allemagne et en France, cette réflexion se fondait sur les travaux du biologiste Pavlov en matière de réflexes conditionnés chez le chien, pour montrer comment, en passant du chien à l'homme, mais en déclenchant le même type de réaction des réflexes conditionnés, on pouvait mobiliser les masses et leur faire accomplir ce que l'on souhaitait. On s'éloignait ainsi des industries des fausses nouvelles pour participer à une mise en condition de l'humanité que pour sa part le romancier britannique Aldous Huxley avait mise en scène dans The Brave New World, publié en 1932. Troisième et dernier point de mon intervention, les nouveaux médias de la communication après 1945. L'apparition puis le développement de la radio et de la télévision devaient amplifier les phénomènes que j'ai décrits. Chacun de vous a entendu parler de cette célèbre émission de radio qui vit Orson Welles effrayer une partie de l'Amérique du Nord en annonçant l'invasion d'extraterrestres. Cette mise en scène radiophonique, inspirée de La Guerre des mondes, publiée en 1898 par H.G. Wells, démontrait 50 ans plus tard la redoutable efficacité de ce nouveau média que Mussolini et Hitler, lors de grands rassemblements de masse, puis Staline, lors de l'invasion de son pays par la Wehrmacht en 1941, allaient tour à tour utiliser avec succès. Après 1960, c'est surtout grâce au pouvoir de l'image et à sa redoutable capacité de séduction que les télé-évangélistes et les publicitaires vont s'efforcer de convaincre les téléspectateurs soit d'adhérer à leur église, soit de consommer les produits présentés comme indispensables à leur confort ou encore à leur standing. Trop d'études ont été réalisées dans ce domaine pour qu'il soit utile de développer davantage. Mais je rappellerai quand même que le roman 1984 de George Orwell a été publié en 1949 et qu'il était un des premiers à annoncer un univers déshumanisé, soumis à un totalitarisme, utilisant la télévision pour s'immiscer en permanence dans la vie des citoyens. Si Orwell avait pu assister à la naissance d'Internet et à l'explosion des réseaux sociaux, on se doute qu'il aurait donné une suite
à son roman. L'inexistence sociale de ceux qui, comme moi, refusent d'ouvrir une page sur Facebook est un fait bien connu. Et même si d'autres réseaux concurrents existent, YouTube, LinkedIn notamment, on sait qu'il est très difficile de peser sur le cours du monde sans passer par ces networks omniprésents depuis le début du XXIe siècle. Les reality shows et les autres talk shows sont devenus des réalités incontournables. Et au Brésil comme en Inde, aux États-Unis comme en Australie, les hommes politiques de toute tendance doivent se soumettre aux diktats de ce moyen de communication. Les dernières élections présidentielles aux États-Unis et en France ont montré à quel point la diffusion volontaire de rumeurs ou de fake news pouvait altérer le résultat des votes. Pour la première fois de l'histoire américaine, on a même vu un candidat qui a été battu, devancé par presque 3 millions de voix, être élu face à une adversaire qu'il n'avait cessé de dénoncer comme le pire danger que son pays ait jamais vu se profiler à l'horizon. Là encore, on pourra se rassurer en se disant qu'après tout, les campagnes électorales de Richard Nixon et de Ronald Reagan avaient déjà été l'occasion de développer des arguments mensongers, ou que les campagnes du sénateur Joseph McCarthy avaient frisé la démence en envoyant en prison des intellectuels de renom simplement suspects de sympathie communiste. Le départ définitif des États-Unis de Charles Chaplin, quittant une Amérique en proie au démon du macartisme, et l'écriture de la pièce de théâtre Les sorcières de Salem, The Crucible en anglais en 1953, l'année où Chaplin établit sa résidence définitive en Suisse, rappelle dans quel climat de terreur vécut le monde au plus fort de la guerre froide. Toutefois, les années 2016-2017 ne le cèdent en rien à cette époque, et le Brésil, comme les États-Unis, ont fait l'objet de campagnes de presse qui font craindre que la démocratie ne soit submergée par un flot d'informations que plus personne ne peut contrôler. Quand la corruption des milieux politiques est un fait avéré et à peu près universel, puisqu'il a obligé en 2018 le président sud-africain à démissionner, que le Premier ministre israélien est sous le coup d'un mandat d'arrestation, que de nombreux dirigeants français, dont un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sont également inculpés par la justice, que le président américain Donald Trump et son entourage font l'objet d'enquêtes judiciaires et que le président brésilien est non seulement visé par de nombreuses plaintes, mais qu'il est en prison aujourd'hui, on ne peut que se montrer inquiet. Certes, des journalistes de plusieurs pays se regroupent pour analyser les documents livrés par les Panama Papers et ils tentent de proposer une véritable information sans complaisance qui rappelle les graves atteintes à la démocratie provoquées par l'administration américaine pendant la guerre du Vietnam. Mais Tony Blair et Colin Powell sont toujours en liberté alors qu'ils ont publiquement menti à leur opinion publique en affirmant l'existence d'armes de destruction massive lors du déclenchement de la Deuxième Guerre en Irak. Et vous savez qu'aux États-Unis, le mensonge est un crime d'État. En France, Nicolas Sarkozy, ex-président, est accusé d'avoir financé sa campagne présidentielle de 2012 avec l'argent versé 70 millions de dollars par le colonel Kadhafi, dont il a contribué à ruiner le pays quelques années plus tard, sans que cela nuise véritablement à ses activités, puisqu'il est toujours en liberté. Vous le voyez, trop d'affaires graves altèrent la démocratie pour que l'on se contente de quelques sursauts citoyens réels pour se rassurer.
La masse d'informations qui circulent dans le monde est telle aujourd'hui que la distance critique qui existait quand on pouvait lire plusieurs journaux différents pour se faire sa propre opinion, ou quand on pouvait consulter plusieurs chaînes de radio et de télévision pour étayer son opinion, elle ne peut plus être maintenue. Le darknet est un univers où tout s'achète, d'un fusil automatique à une carte de crédit, d'un hacker complaisant à un journaliste capable de diffuser n'importe quelle fake news. La toile elle-même, le net, est truffée de fausses agences qui passent leur temps à égarer le citoyen et à l'empêcher d'y voir clair par rapport à un univers complexe que nul ne semble en mesure de maîtriser. Face à ces réalités tout à fait tangibles, on peut avancer le fait que les réseaux sociaux semblent avoir compris l'importance du débat d'idées en ouvrant récemment leur espace au contre-public, comme les appelle la philosophe Nancy Fraser, c'est-à-dire des voix discordantes autorisées à exprimer un avis divergent de celui de la majorité silencieuse, comme on l'appelait il y a quelques années. De cette manière, l'espace public qui fut celui des gazettes et des salons au XIXe siècle, de la presse écrite au XIXe siècle et des grands conglomérats médiatiques au XXe siècle, semble disponible pour un nouvel épanouissement de la démocratie adapté au XXIe siècle, du moins, si on veut se déclarer optimiste. Qu'il y ait donc une sorte de nouvelle politique du hashtag au service des contre-publics, comme l'écrit le sociologue français Éric Fassin. C'est un fait, mais il n'est nullement certain que la consultation de ces avis éclairés, comme on pourrait les appeler, en référence au mouvement des Lumières européennes, il n'est nullement certain que ce soit capable de rivaliser avec celle des youtubeuses de choc dont les pages sont followées des millions de fois. Quand la valeur boursière d'Amazon est estimée à 150 milliards de dollars en février 2018 par Brand Finance, alors que le premier groupe mondial d'édition, Pearson, ne dépasse pas 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires, on voit bien qu'un fossé, désormais impossible à combler, s'est creusé entre, d'un côté, la net économie et de l'autre, les autres entreprises. Amazon, Apple, Google, Samsung sont devenus les 4 entreprises dont la valeur est la plus élevée au moment où je parle, ce qui signifie que c'est elles qui détiennent l'essentiel du pouvoir et non plus les États dont la santé économique ne brille pas très fort ces dernières années. Même les conglomérats médiatiques qui s'étaient constitués entre 1980 et 2000, Disney, Viacom, Time Warner, Comcast, ou encore les entreprises des grands barons de la presse, comme Rupert Murdoch, s'écroulent face à ces géants auprès desquels ils apparaissent comme des Lilliputiens face aux géants Gulliver. Le monde a changé plus vite entre 2000 et 2018 qu'il ne l'avait fait entre 1945 et 2000. Et pourtant, radio et télévision avaient fini par supplanter la presse écrite et fait craindre pour la survie le développement de la démocratie. La circulation des fake news sur Internet et par l'intermédiaire des réseaux sociaux est donc le défi le plus récent que la démocratie se voit opposer. Quand les présidents américains et ceux d'autres pays ne communiquent plus guère que par des tweets de 280 signes typographiques au maximum, soit 50 à 60 words, 50 à 60 mots, on a soudainement l'impression que le temps de lecture des journaux gratuits, 20 minutes, était une époque bénie. Comme l'a dit il y a quelques années le PDG de la chaîne de télévision privée française TF1, le but des grands médias,
c'est de vendre du temps de cerveau disponible à des annonceurs qui paieront de plus en plus cher le rassemblement de ces cerveaux de consommateurs sur un espace donné. Si Facebook compte aujourd'hui 1,7 milliard d'abonnés, et si Google, ou demain Alibaba, son concurrent chinois, réalise 25% de la vente en ligne, c'est vers eux que toute la manne publicitaire se concentrera, privant alors les autres médias de la possibilité de se financer et de conserver des lecteurs. Même si rien n'est écrit d'avance, le déferlement de fausses nouvelles, fake news, sur les réseaux sociaux peut donc être considéré, à mon sens, comme l'une des plus graves menaces qui ait jamais existé contre la démocratie. Autrefois, beaucoup d'États prévoyaient la peine de mort en cas de diffusion de fausses nouvelles en temps de guerre. Cela veut dire qu'ils avaient compris que la guerre ne se gagne pas d'abord avec des moyens militaires, mais par le biais de la propagande, ou de ce que l'on nomme aujourd'hui la comunicação, puisque le terme de propagande est connoté péjorativement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cette mesure a disparu de la plupart des codes pénaux dans les grandes démocraties, mais celles-ci n'ont pas les moyens d'intervenir en temps réel sur Internet, ce qui est sans doute le véritable défi du XXIe siècle. Peut-être convient-il alors de relire les philosophes antiques et de se souvenir que l'agora grecque, qui avait vu naître la démocratie, avait connu les démagogues et les sophistes, et qu'elle avait dû, il y a 2500 ans, essayer de se doter de moyens qui permettent aux citoyens de conserver la maîtrise de son jugement. Le théâtre fut l'un de ces moyens, et Sophocle ainsi qu'Aristophane ont écrit des pièces de théâtre, tragédies ou comédies, qui demeurent des armes efficaces contre le populisme et contre la démagogie. Bertolt Brecht et Henry Miller ont poursuivi ce combat au XXe siècle, tandis que le cinéma, après le roman et la poésie, songez à Walt Whitman, à Victor Hugo ou à Pablo Neruda, le cinéma, avec les temps modernes et avec le dictateur, ouvrait un espace immense à la réflexion critique. Rien n'interdit donc de penser que demain, Internet pourra donner naissance à une forme d'expression artistique capable de nourrir en profondeur le débat démocratique. Mais on souhaiterait vivement que ce moment ne vienne pas trop tard et qu'il se produise avant que le temps de cerveau disponible pour le débat démocratique n'ait complètement disparu. Molto obrigado. Bom, muito obrigada. Antes de continuarmos com as questões, eu gostaria apenas de fazer uma correçãozinha. É Sófocles e Aristófanes. Foi um errinho ali na tradução, mas já aproveito também a oportunidade para agradecer a Viviana Niares, o José Vitor e a Fabiana Marchetti, que traduziram a palestra do professor Jean-Yves Mollier, tornando muito provavelmente a comunicação mais ampla, não é? Eu acho que depois desse quadro vibrante da história da imprensa e da sua relação com instituições do Estado, mas também com o público, não é? De modo geral, nós teremos muito a debater aqui, um debate democrático, assim espero. Podemos abrir, Cláudia, para a questão? Então, vamos lá. Enquanto o público se organiza, porque acho que são muitas informações, eu teria uma questão.
Eu penso que as fake news, elas levantaram uma vez mais, eu acho que esse problema nunca deixou de estar na pauta, não é, dos debates públicos, mas ela levanta uma vez mais o problema da regulamentação da imprensa pelo Estado. E, por outro lado, há sempre o medo da censura. Então, acho que seria interessante discutir como é que se encontra um equilíbrio, não é? Qual seria a participação do Estado nesse processo de regulamentação, e tomando como exemplo o caso europeu e talvez o caso francês, eu pergunto também qual é a participação do Estado nas empresas midiáticas, ou seja, se eles têm hoje uma participação em empresas públicas na televisão, nos jornais, nas emissões de rádio, e como é feita essa distribuição. Vocês me dão licença um pouquinho, agora eu vou abaixar o microfone, que eu preciso só fazer uma tradução rápida aqui da minha própria questão. En Europe, comme en Amérique du Nord ou du Sud, et ici au Brésil, on a constaté à la fin du XXe siècle un mouvement de renforcement considérable des conglomérats médiatiques privés, au détriment des médias détenus par les États. Bom, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, enfim, por todas as partes, a gente observou no final do século, na fin du XXe siècle, oui, a organização de conglomerados midiáticos, ou seja, de empresas privadas independentes das empresas públicas. Au nom de la liberté d'expression et en fonction ou en vertu d'une conception très libérale de l'économie, les États, dans la plupart des démocraties, ont accepté de se désengager, c'est-à-dire de vendre au privé leurs stations de radio, leurs stations de télévision et les actions qu'ils pouvaient détenir dans la presse écrite. Bem, em nome do discurso da liberdade de expressão e, é claro, diante de uma concepção liberal, os estados eles aceitaram de vender a sua parte, né, na emissão de rádio, de televisão, enfim, a sua parte na emissão das mídias. Dans la plupart des États, les gouvernements se sont simplement contentés d'encadrer par des lois très libérales l'ensemble du système médiatique. Na grande parte dos estados liberais, os governos eles simplesmente se contentaram, não é? Eles se liberaram do controle das mídias. Pour prendre un exemple très précis, en France, il existe un Conseil supérieur de l'audiovisuel. Para tomar um exemplo bem preciso, existe na França um conselho superior l'audiovisuel, do audiovisual, radio et télévision. rádio e televisão. Ce conseil a le droit d'intervenir lorsqu'il considère qu'une chaîne de télévision ou une station de radio a commis une faute. Esse conselho ele tem o direito de intervenção quando ele observa que uma cadeia de televisão ou rádio fez um erro, cometeu um erro. Mais, dans la plupart des cas, il se contente d'un simple avertissement ou d'une amende qui n'est pas dissuasive. Ou, na maior parte dos casos, ele se contenta com uma... J'ai oublié le mot, uma taxa ou apenas uma advertência, c'est ça. Avec l'expansion des rumeurs sur Facebook, le Conseil supérieur de l'audiovisuel français et les équivalents dans les autres pays, y compris aux États-Unis, se révèlent aujourd'hui dans l'incapacité d'intervenir. Bom, agora com
ao aparecimento das fake news, Facebook, esse conselho e até outros instrumentos de Estado, como no próprio dos Estados Unidos, eles demonstram a incapacidade que eles têm de intervenção. Normalement, le diffuseur d'une fausse nouvelle grave peut être poursuivi. Normalmente, o difusor de notícias falsas graves podem ser perseguidos. Mais les réseaux sociaux disent qu'ils ne sont pas les diffuseurs et qu'il faut poursuivre ceux qui ont installé la fausse nouvelle sur leur page Facebook ou sur leur compte YouTube, etc. Mas as redes sociais dizem que não são os difusores, não é? Mas são aqueles que instalaram nas páginas essas notícias que podem ser os responsáveis. Il y a donc une faille très grave dans la législation de la plupart des démocraties, même de toutes les démocraties. Há, evidentemente, uma falha muito grave na legislação de todas as democracias. Il vient cependant de se produire un fait très intéressant, l'affaire Cambridge Analytica. Acaba, todavia, de acontecer um caso, não é? Bastante curioso, o caso Cambridge Analytica. En acceptant de venir parler devant le Congrès américain, Mark Zuckerberg a peut-être commis une grave erreur. Ao aceitar falar diante do Congresso americano, Mark Zuckerberg cometeu um grave erro. S'il vient parler devant le Congrès, c'est qu'il reconnaît que son entreprise, Facebook, est responsable, peut-être même coupable. Se ele aceitou falar diante do Congresso, é porque, no fundo, ele reconhece que a sua empresa Facebook é responsável e talvez culpada. Et dans ce cas-là, Facebook pourrait, comme l'entreprise Cambridge Analytica, être poursuivi devant les tribunaux américains. E nesse caso, tanto o Facebook como a empresa Cambridge Analytica podem ser perseguidas pelo poder público. Alors, je ne sais pas du tout ce que feront les tribunaux américains, mais on constate quand même une évolution. Eu não sei o que fará o tribunal americano, mas a gente observa uma evolução. Vous savez que cette affaire Cambridge Analytica est gravissime. Você sabe que esse caso Cambridge Analytica é gravíssimo. Puisque cette entreprise britannique a sélectionné à peu près 80 millions d'électeurs américains grâce à leur page Facebook. Elle les a sélectionnés comme des électeurs susceptibles de pouvoir voter pour Donald Trump, alors que leur premier sentiment était plutôt pour Madame Clinton. Combien, je peux dire? 80 millions. 80 mil. Bom, se eles selecionaram 80 mil eleitores no Facebook que poderiam ter uma tendência a votar por Hillary Clinton, e eles levaram isso, tenderam esses votos para Donald Trump. Et donc cette entreprise Cambridge Analytica a envoyé sur les pages Facebook de ces 80 millions d'électeurs toute la propagande fabriquée en Russie par l'équipe qui travaillait pour la campagne de Donald Trump. Perdão, são 80 milhões. Então, o que fez Cambridge, essa empresa? Ela pegou as propagandas da Rússia, colocou no Facebook e transmitiu isso para esses 80 milhões de eleitores. En allant devant le Congrès, Mark Zuckerberg a donc reconnu effectivement, devant les représentants du peuple et devant les sénateurs, il a reconnu que Facebook avait commis une erreur en n'arrêtant pas l'entreprise de diffusion de fake news. Bom, ao ir ao Congresso, Mark Zuckerberg, ele realmente reconheceu, de fato, ele reconheceu diante dos representantes do povo norte-americano que ele cometeu um erro ao permitir que aquela empresa de difusão colocasse esses conteúdos e difundisse para todo o público. Pourquoi a-t-il fait cela? Est-ce par un sursaut de sa conscience morale? Est-ce que tout d'un coup le mot éthique aurait signifié quelque chose pour lui? Por que ele fez isso? Foi uma questão de uma consciência moral? Foi por uma questão ética? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qui s'est passé? L'action boursière de Facebook a baissé. Et tout d'un coup, la baisse de l'action boursière, ça entraîne une montée d'adrénaline
qui se transforme dans le cerveau de Mark Zuckerberg en sentiment qu'il faut vite dire mea culpa, mea maxima culpa. Não, não foi a sua consciência, mas foram as ações do Facebook que tombaram, que caíram, perdão, e esta queda das ações na bolsa fez com que a adrenalina, não é, ela subisse e que o Mark Zuckerberg fosse levado, não é, a dizer não, foi toda a minha culpa, minha máxima culpa. Alors, on découvre tout d'un coup que dans les démocraties, dans les grandes démocraties, peut-être qu'au fond, l'arme politique la plus efficace demain, ça va être l'attaque contre la valeur boursière des grandes entreprises de la net économie. Si on attaque leur valeur boursière, vous allez voir comme ils vont devenir gentils et tout d'un coup au service des grands idéaux. Bom, a gente conclui que nas democracias o que tem que se fazer é um ataque nas bolsas, não é um ataque nas ações dessas empresas. Desde que elas são atacadas, eles se arrependem rapidamente de tudo. Perdão. Ça, c'est Mark Zuckerberg qui intervient. Oui, qui m'appelle. Il a appelé Marisa. Mais ne croyez pas au Père Noël, parce que la plupart des États, y compris les États-Unis et la France, le Canada, qui a été le premier, sont en train de voter des lois qui interdisent d'attaquer l'image de marque d'une grande entreprise sous peine de prison et d'amende colossale. Mas não acreditamos no Papai Noel. Na verdade, estão acabando de votar leis que interdizem, que impedem, que proíbem que imagens de grandes empresas sejam atacadas e prejudicadas. Si au Canada, cette loi avait été votée à l'époque où Naomi Klein a publié nos logos, elle aurait été mise en prison. Se no Canadá essa lei tivesse sido votada, na época em que Naomi Klein ela fez as suas declarações, teria sido colocado em prisão. En France, la loi n'est pas encore votée, mais elle est en discussion au Parlement. Ça veut dire que demain, je n'aurai plus le droit de dire et d'écrire ce que j'ai fait, que les éditeurs français ont collaboré avec les nazis pour publier la liste des auteurs et des œuvres interdites. Puisque je porte atteinte, d'après le PDG de Lagardère Publishing, je porte atteinte depuis 10 ans à l'image de marque du groupe Hachette. Alors demain, ils me mettront peut-être en prison. Dans ce cas-là, je demanderai à ce qu'on me mette à Curitiba pour pouvoir parler avec Lula. Voilà. Bom, na França, essa lei está em discussão. Caso amanhã ela seja aprovada, eu não poderei mais falar das editoras que se envolveram com o nazismo, eu não poderei mais falar do grupo Lagardère e mesmo da Hachette, e provavelmente, se eu não me calar, eu estarei em prisão e tenho que buscar em Curitiba, não é? Uma solução, talvez seja preso com o Lula. Peut-être você arrêter avec Lula. Voilà. Bon. Vous le voyez, nous vivons une époque très compliquée, parce que, je l'ai dit, on pourrait être optimiste en disant, mais après tout, les citoyens, ils ont quand même des moyens pour faire entendre leur voix. Oui, mais si on met des barrières judiciaires à l'expression libre des citoyens, qu'est-ce qu'on va faire? On va être totalement démunis. Bom, como vocês veem, nós estamos realmente numa época muito complexa. Porque, por um lado, se coloca a barreira, né, e se impede a expressão do cidadão, nós estamos colocando ali barreiras, não é? Mas também há outro lado que ele acabara de falar. Eu vou falar mais uma última coisa. Pour que vous puissiez bien comprendre, lorsque j'ai publié en 2008 Presse et pouvoir en France au XXe siècle, qui a été traduit en portugais du Brésil. Bom, para que vocês possam compreender, quando eu publiquei em 2008 Imprensa e Poder na França, que foi publicado aqui no Brasil pela EDUSP e Unifesp, le groupe Hachette a entamé une campagne de dénigrement contre moi qui a abouti à ce fait très précis. J'ai gardé tous les emails des chaînes de télévision qui m'ont invité pour venir présenter mon livre, mais qui m'ont envoyé ensuite un email pour dire que les émissions étaient déprogrammées. Pas supprimées, déprogrammées. Bom, para vocês que tenham
Na época da publicação desse livro, o Grupo Hachette ele simplesmente divulgou várias notícias que denegriam a minha imagem. Nessa mesma época, eu fui convidado a participar de vários programas de televisão para falar desse livro. Mas, logo em seguida, eu recebi vários outros e-mails dizendo que o programa havia sido desprogramado. Le grand éditeur américain André Schifrin a rédigé un compte-rendu très favorable à mon livre et il l'a envoyé au journal catholique La Croix qui publiait d'habitude tous ses comptes-rendus. Refus de publier l'article de Schifrin. Mesmo André Schifrin, que escreveu uma resenha muito favorável a meu livro e que enviou esta resenha para o jornal La Croix, que sempre publica suas resenhas, eles negaram a sua publicação. Voilà, ce sont des faits absolument réels. Et j'ai conservé, évidemment, comme une preuve que je pourrais montrer tous les emails de ces chaînes de télévision. Elles m'ont toutes invité pour parler de ce livre. Mais toutes, pourquoi est-ce qu'elles ont annulé les émissions? Parce qu'elles ont reçu, évidemment, des pressions indirectes en général. Il n'y a pas besoin de téléphoner, pression indirecte. On leur fait comprendre que s'ils veulent garder la publicité, s'ils veulent conserver telle ou telle chose, il vaut mieux se montrer plutôt complaisant. Bom, são fatos reais. Eu guardei todas essas provas, eu guardei todos esses e-mails, os e-mails de todas as cadeias de televisão que me convidaram. E todos esses programas foram anulados. É claro que há uma pressão, mas há uma pressão indireta, não é apenas um telefonema, mas é aquela pressão que diz, bom, se vocês mantêm esse programa, nós podemos tirar a publicidade, assim por diante. Et si je parle un peu longuement de cet exemple, c'est que moi je suis historien. Je ne suis pas un adversaire du groupe Hachette. Je n'ai rien contre le groupe Hachette ou contre le groupe Pearson ou contre le groupe Bertelsmann. Je fais mon métier. Eu sou historiador. Eu não tenho absolutamente nada contra o grupo Hachette, nem contra o grupo Pearson, nem o grupo Bertelsmann. Eu sou historiador. Ça veut dire que ça devient de plus en plus difficile de faire son métier d'historien. Parce que, évidemment, comme disent les Américains, l'historien, dans certains cas, c'est un muckraker. Je ne sais pas comment on peut traduire. En français, on a un terme très vulgaire, un fouille-merde. Bom, isso quer dizer que é cada vez mais difícil ser historiador nos dias de hoje. O historiador, como diz uma gíria americana, eu perdi a palavra, mas em francês isso quer dizer alguém que mexe na caca. Voilà. L'historien, comme le journaliste dans certains cas, il met les mains effectivement dans quelque chose qui ne sent pas bon. Mais il ne le fait pas parce qu'il cherche, évidemment, il ne le fait pas parce qu'il cherche à remuer ces choses qui ne sentent pas bon. Il le fait parce que c'est son métier. Le métier d'historien, qu'on le veuille ou non, ça demeure le métier de quelqu'un qui tente d'approcher la vérité au plus près. Il n'y parvient jamais, mais il tente de s'en rapprocher. Bom, a profissão de historiador é justamente aquela que tenta se aproximar o mais possível da verdade. E o que ele dizia anteriormente a essa última frase é justamente isso. Tudo que a gente faz, toda a nossa pesquisa, a gente faz porque nós somos historiadores. Et ça m'amène à parler du Brésil. Depuis 2 semaines que je suis au Brésil, parce que j'ai fait d'abord une tournée dans le Nord-Est, les collègues brésiliens m'ont expliqué qu'apparemment au Brésil, il y a des menaces contre les sciences sociales et contre les sciences humaines. É a mesma coisa. Eu estou aqui no Brasil faz 2 semanas, eu estava no Nordeste, e uma colega no Nordeste me disse que hoje em dia há uma verdadeira ameaça contra as ciências humanas. On m'a dit qu'il y aurait une sorte de projet de loi qui consisterait à enlever les sciences humaines des universités publiques et de les transférer vers les universités privées. Bom, há uma tendência a tirar as ciências humanas das universidades públicas, segundo me disseram, e transferi-la para o sistema privado. Et on m'a dit aussi qu'apparemment, la philosophie et la sociologie seraient considérées comme des disciplines un peu inutiles. E aparentemente consideram hoje a filosofia e a sociologia como disciplinas inúteis. J'ai dit à mes collègues brésiliens qui étaient contents de l'apprendre, ça c'est intéressant parce que la dernière fois en France
où on a supprimé l'enseignement de la philosophie, c'est sous une dictature abominable, le Second Empire, l'époque de Napoléon III, qui a supprimé l'enseignement de la philosophie dans les lycées. Bom, a única época em que o ensino de filosofia foi suprimido, foi retirado do currículo na França, foi na época da ditadura de Napoleão III, no século XIX. Et vous le savez bien, dans les dictatures en Amérique latine, quand elles se sont installées, au Brésil, au Chili, en Argentine, partout, ou en Europe, ou en Asie, je pense à la Turquie, partout, on a fermé des départements entiers de sciences sociales et humaines. Je pense notamment à la PUC, la Pontificale Université de Chile. Bon. Université pontificale, où le département des sciences sociales était un département qui ne faisait pas de politique. Il a été fermé brutalement par le général Pinochet. Bom, e vocês sabem, nas ditaduras latino-americanas, no Chile, na Argentina, no Brasil, nós podemos citar o caso da Turquia também, os departamentos de ciências humanas, eles foram fechados. No caso da Pontifícia Universidade Católica do Chile, é bom imaginar que é uma Pontifícia Universidade Católica, o curso o departamento de ciências humanas também foi fechado, e eles não estavam lá para fazer política. Et le directeur de ce département des sciences sociales de la PUC, donc de Santiago de Chile, il a été mis immédiatement dans un avion. C'était un Belge catholique. E o diretor da PUC, na época do Departamento de Ciências Humanas, era um belga católico que foi imediatamente colocado no avião no regime do Pinochet. Et vous pouvez lire son récit, il s'appelle Armand Matelard, et ses livres ont été traduits en espagnol, je pense qu'ils doivent être traduits aussi en portugais. Armand Matelard. Seu nome é Armand Matelard e seu livro provavelmente deve ter sido traduzido para o português. Questões? Meu nome é Carlos Haddad, eu sou jornalista, editor da imprensa oficial do Estado. Em primeiro lugar, eu quero congratular o professor pela palestra que ele fez e pelos livros que ele editou. Eu gostaria que ele fizesse uma comparação entre o que conhece das TVs e rádios públicas. Nós temos aqui a TV Cultura e outras, né, em estados e tal, e também a Hora do Brasil, que é, não sei se o professor conhece bem, e eu queria saber a influência que essas rádios e TVs públicas têm com relação ao público, né? Mas, principalmente na Europa, nos Estados Unidos ou onde o senhor conhecer. Porque aqui no Brasil a TV pública tem uma programação, eu acredito, muito bem elaborada, né? Mas ela não tem uma penetração ao público como audiência. É isso que eu queria saber, por favor. Merci pour cette question. En fait, la situation de la France, de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne est exactement la même à quelques nuances près. Bom, muito obrigada pela questão. De fato, tanto na Alemanha, na França, como na Inglaterra, a situação é a mesma como essa que o senhor acaba de falar. En Grande-Bretagne, la BBC est vraiment une chaîne excellente, avec de grandes émissions de culture. Mais la BBC a une audience de plus en plus réduite. Bom, na Grã-Bretanha existe a BBC, que é realmente um canal que tem programas excelentes, mas a sua audiência também está caindo. Et par rapport à l'empire de Rupert Murdoch, la BBC ne peut pas faire entendre sa voix. E a BBC não pode fazer força frente em relação ao império de Murdoch.
En France et en Allemagne, il existe une magnifique chaîne publique d'information et de divertissement qui s'appelle Arte. Na França e na Alemanha existe uma cadeia, canal magnífico que se chama Arte, Et qui est une chaîne franco-allemande. e que é canal franco-alemão. Ça veut dire que les mêmes émissions sont diffusées en allemand et en français. Isso quer dizer que os mesmos programas são difundidos na Alemanha e na França. Il y a des émissions d'information excellentes. Há programas de informação excelentes. Mais quand on regarde les courbes d'audience, il va de soi que l'audience d'Arte est ridicule, très faible. E quando a gente olha a curva de audiência, a gente conclui que a audiência também é muito pequena, baixa. En France, il existe aussi une excellente chaîne de radio qui s'appelle France Culture. Na França também existe uma excelente emissão de rádio, emissora de rádio, obrigada, que se chama França Cultura. Oui, et puis vous connaissez la chaîne de la francophonie TV5 Monde que vous captez au Brésil. E vocês provavelmente conhecem a TV5 Monde, que é difundida aqui no Brasil. Mais ces moyens d'information et de divertissement ont une audience trop réduite par rapport à la capacité des conglomérats. Mas a audiência é sempre muito reduzida, principalmente em relação à capacidade dos grandes conglomerados. La vraie question qui se pose, c'est comment les chaînes publiques peuvent-elles inventer des émissions de divertissement capables de retenir autant de millions de téléspectateurs ou d'auditeurs que les grandes chaînes privées. A principal questão reside em se perguntar em que medida uma rede pública ela pode inventar programas de diversão para milhões de telespectadores e com isso fazer frente às empresas privadas. Comment faire pour, sans tomber dans les reality shows et les talk shows, inventer des émissions quand même très populaires, mais populaires dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas populistes. Como criar, não é, programas realmente populares sem cair nos reality shows e sem ser populista. Je pense qu'il faut revenir, réfléchir sur les moyens que s'est donné le grand dramaturge allemand Bertolt Brecht, comme on dit en allemand, Bertolt Brecht si vous voulez, sur les moyens qu'il avait utilisés pour faire venir au théâtre des populations faiblement alphabétisées, faiblement cultivées. Acho que nós podemos pensar a partir do Bertolt Brecht, o dramaturgo alemão, que conseguiu que buscou o meio de atrair para o teatro todo um público, não é, que tinha uma baixa alfabetização. Et on peut aussi réfléchir sur les moyens dont Charlie Chaplin s'est doté pour également faire venir au cinéma des millions et des dizaines de millions de téléspectateurs pour les faire réfléchir avec le dictateur ou avec les temps modernes. E nós podemos também refletir sobre o Charlie Chaplin, que soube atrair para o cinema milhões ou dezenas de milhões de espectadores para ver o ditador, tempos modernos. Il faut inventer les divertissements et les informations de demain avec de grands moyens populaires. On ne le fera pas autrement. É preciso inventar uns meios de diversão para diversões voltadas para o grande público de caráter popular para um futuro. Il faudrait que les Spielberg de demain ne travaillent pas pour des studios, des conglomérats dont le but c'est d'abord de gagner de l'argent, mais comme c'est un homme de talent quand même Spielberg, qu'il puisse travailler à des grands projets, y compris éducatifs. É preciso inventar Spielberg, que é homem de talento, mas que não aceite apenas trabalhar para os grandes conglomerados, para os grandes estúdios. Je suis sûr qu'un réalisateur de cinéma, producteur comme lui, serait capable, dans un autre contexte, de faire aussi bien qu'il a fait. Autrement dit, il faut utiliser les moyens techniques, les moyens que le cinéma, que la télévision, qu'Internet donnent, mais le faire avec un projet. Eu estou convencido de que ele poderia fazer coisas nesse sentido, porque é preciso tirar proveito desses meios técnicos
para atingir programas para populares, mas isso depende de projeto. Il existe des cinéastes extraordinaires. Je pense à Ken Loach. Ken Loach, le Britannique. Existem cineastas extraordinários como Ken Loach. Mais il est plus connu en France, où ses films sont vus à chaque fois par un public assez nombreux, qu'en Angleterre, où tout le monde le dénonce comme un rouge. Ele é mais conhecido na França, onde ele tem público até numeroso, do que na Inglaterra, que ele é simplesmente conhecido como vermelho. Il existe aux États-Unis un cinéaste extraordinaire, Michael Moore. E há nos Estados Unidos cineasta extraordinário que se chama Michael Moore. Ces films ont véritablement fait réfléchir. Le film sur la vente des armes dans les supermarchés et les autres films. Os seus filmes fazem a gente pensar, como o filme sobre a venda de armas no supermercado ou outros de seus filmes. Mais il est un peu silencieux depuis quelques années, et puis tout seul, il ne peut pas tout faire. Il faudrait qu'il y ait des dizaines de Michael Moore et des dizaines de Ken Loach. Mas sozinho ele não pode fazer tudo. É preciso uma dezena de Michael Moore, uma dezena de Ken Loach. Parce que ce qui est intéressant avec l'un et l'autre, c'est qu'ils utilisent véritablement avec intelligence les grands moyens que permet le cinéma, mais pour faire passer leur projet éducatif. O que a gente deve ter disso é que eles sabem utilizar com inteligência os grandes meios de que faz uso o cinema para fazer com que seus projetos se realizem. Quand vous voyez dans le film sur la vente des armes aux États-Unis Michael Moore sortir d'un supermarché avec dans son caddie des dizaines de fusils mitrailleurs, de pistolets, de revolvers, bon, on voit bien que c'est de l'exagération naturellement, mais il a su utiliser justement l'exagération pour que le spectateur se dise mais quand même, est-ce qu'on peut acheter vraiment des armes comme j'achète du lait ou j'achète une bouteille d'eau chez Walmart ou chez Carrefour? Bom, quando a gente vê o Michael Moore no filme sobre a venda de armas no supermercado, sair com monte de carabinas, revólveres, armas de todo tipo, a gente sabe que ele exagera, é óbvio, mas é esse exagero de que ele faz uso que leva o espectador a se perguntar, bom, mas será que se pode mesmo comprar no supermercado, como a gente compra leite e água, essas armas? Au fond, Michael Moore fait exactement ce que faisait Bertolt Brecht quand en 1941, dans une pièce de théâtre qui s'intitule « La résistible ascension d'Arturo VIII », il transformait Hitler en un mafieux de Chicago. Bom, Michael Moore faz exatamente o que faz Michael Moore faz exatamente o que faz Bertolt Brecht em 1941, quando ele propõe a peça. Qual é a tradução no Brasil? A Irresistível Ascensão de Arturo. A Irresistível Ascensão de Arturo Louis. Vou lá. Eu me chamo André. Bom dia a todos. Obrigado pela palestra, professor. Acho que seria muito interessante fazer também um trabalho parecido acerca da história das fake news aqui no Brasil. Eu imagino que deva ter, enfim, bastante caso ao longo do tempo. E eu queria voltar a pensar aqui no nosso caso, né, no Brasil, em que o contexto atual, eu acho que a política passou a fazer parte mais da vida das pessoas nos últimos 10, 5 anos, né? E com essa, então, chegada da política no cotidiano, né, mais forte das pessoas em geral, coincidiu também com o momento em que as fake news elas estavam crescendo, né, estavam se tornando mais comuns também, enfim, por tudo que já foi dito, pelo Facebook, redes sociais e etc., né? Então, eu vejo que nesse momento em que a política passou a fazer parte do cotidiano do brasileiro, as fake news também cresciam. Isso fez com que alguns brasileiros formassem a sua consciência política através das fake news, né? Então, para além disso, também o Brasil tem uma
uma questão muito séria com a educação, né? Então a consciência política do brasileiro ela é pobre em geral, né? E nas escolas públicas em geral, disciplinas como sociologia, política e filosofia são muito pouco debatidas e estudadas, né? Então a minha pergunta ela vai sobre uma associação entre a disseminação das fake news e uma consciência política pobre de um povo, né, como acontece no Brasil, né? Como que o professor vê essa relação e como que a gente pode eventualmente superá-la ou se não é possível superá-la, enfim. Mas é sobre a associação entre fake news e uma consciência política pobre de um povo. Oui, c'est une question fondamentale que vous posez. La mauvaise réponse serait de dire il faut d'abord éduquer le peuple et donc attendre une génération, attendre 30 ans pour pouvoir faire quelque chose. Bom, é ótima a questão essa que você coloca. Uma má resposta seria que é preciso primeiro educar o povo e esperar uma geração para que as coisas aconteçam. Je reviens donc sur ce que j'ai dit précédemment. Puisque les grands médias d'aujourd'hui, les grands conglomérats, sont capables de toucher, d'atteindre les populations, y compris analphabètes, y compris non éduquées, avec des moyens techniques appropriés, il faut s'approprier ces moyens techniques, mais non pas pour faire la même chose, s'approprier les moyens techniques avec un projet pédagogique et culturel. Eu volto àquilo que eu havia dito anteriormente, considerando que os grandes conglomerados, os grandes grupos de mídias, eles sabem tocar as pessoas, atingir o público, mesmo esse público que não é alfabetizado. É preciso aprender e é preciso se apropriar desses mesmos meios técnicos, mas não se apropriar desses meios simplesmente. Apropriar-se deles com um projeto educacional. Je reviens à Charlie Chaplin. Quand il se transforme en Hitler, Hinkel dans le film Le Dictateur, il utilise évidemment l'exagération la plus totale. Hitler n'est pas aussi bête que le personnage qui est mis en scène dans Le Dictateur. Bom, eu volto novamente ao Charlie Chaplin. Quando ele faz o papel do Hitler, no filme O Ditador, a gente percebe que há um exagero. O Hitler não é uma pessoa assim tão boba, não é? Mas nós sabemos que aquilo faz parte do projeto dele. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut absolument étudier tous les moyens techniques qu'utilisent aux globaux au Brésil, Murdoch aux États-Unis ou dans d'autres pays, et tous les moyens utilisés par les grands médias. Il faut véritablement comprendre et démonter de l'intérieur ces moyens techniques pour les mettre au service de très grands projets éducatifs et culturels. Mais qui ne soient pas de la propagande bête. Ça ne sert à rien de dire au peuple « tu dois t'éduquer ». Ça ne sert à rien de faire des discours moraux. Bom, continuando, é preciso de fato tomar todos os meios técnicos, compreender e desmontar todos os meios técnicos da grande mídia para fazer um novo projeto. Mas não se trata simplesmente de fazer uma propaganda besta, não é? De dizer ao povo que ele tem que se educar. É preciso realmente saber utilizar fazer uso desses meios. C'est pour ça que j'en suis revenu au dramaturge grec, à Aristophane. Relisez les Grenouilles. Il fait rire véritablement les citoyens, y compris les moins éduqués d'Athènes. Il les fait rire sur le danger des démagogues, des sophistes et des populistes. Foi por isso que eu fiz referência ao dramaturgo grego Aristófanes, porque ele soube fazer rir, ao mesmo tempo que ele criticava os demagogos. Que fait le grand dramaturge Molière au XVIIe siècle quand, dans la pièce de théâtre Tartuffe,
il dénonce l'hypocrisie des faux dévots, des faux religieux. O que faz Molière no teatro francês do século XVII, no Tartufo, ele faz uma crítica à hipocrisia religiosa, mas ele faz pelo riso. Alors, je vais citer évidemment en français. On voit le personnage de Tartuffe mettre un mouchoir devant ses yeux, mais il le regarde quand même quand la servante arrive avec la poitrine très visible, et il lui dit « Cachez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets, les âmes sont blessées. » Mais elle lui répond « Mais je vous verrai nu du haut jusqu'en bas, que toute votre chair ne me troublerait pas. » On essaye de traduire. Lá c'est compliqué. Mais bom, eu sei de cor uma passagem que mostra bem essa hipocrisia quando um homem com ele coloca um lenço no rosto, porque uma dama chega e ela tem o decote muito aberto. Então ele diz: esconda esses seios nus, porque eu não posso ver. E ela responde: mas o senhor me olha de alto a baixo, o senhor conhece bem as minhas carnes, né? Mas eu não sei. Vous voyez, il y a quelques années, pour le 4e centenaire de la publication de Don Quijote de la Mancha, Hugo Chavez, au Venezuela, a fait distribuer 1 million d'exemplaires de ce roman dans les barrios les plus populaires. J'étais un peu perdu. Bon, Hugo Chavez a distribué, pour le 4e centenaire, 1 million d'exemplaires de Don Quichotte. Para o quarto centenário de aniversário do Don Quixote, foram distribuídos 1 million de exemplares. Pour moi, c'est une erreur. C'est une incompréhension complète de ce qu'est la situation de la population pauvre à l'époque où l'on vit. Para mim é erro. Para mim é uma incompreensão completa, não é, do que é a situação da população pobre nos dias de hoje. Si vous avez lu, et je pense que vous l'avez lu, le Don Quijote de la Mancha, c'est une œuvre difficile. C'est une œuvre très difficile que seuls des étudiants, des érudits peuvent lire et apprécier aujourd'hui. Se vocês leram, e eu acredito que vocês tenham lido Don Quixote de la Mancha, vocês vão perceber que é uma obra muito difícil. É uma obra para a gente da literatura e para eruditos. Donc cela partait d'un bon sentiment généreux, mais à mon sens, il aurait mieux valu distribuer 1 million d'exemplaires d'un livre écrit de façon à pouvoir être compris par les Vénézuéliens les plus pauvres et leur faisant plaisir, les faisant rire, tout en les éduquant. Eu penso que no lugar de distribuir 1 million de exemplares de Don Quixote, Chaves deveria ter distribuído 1 million de escritos mais acessíveis, não é? Que pudesse fazer com que aquela população venezuelana, risse. Pourquoi pas 1 million de bandes dessinées racontant le Don Quichotte, mais en le résumant en un album de 48 planches, ce qui se fait aujourd'hui pour des œuvres extrêmement classiques et érudites. Et l'avantage de la bande dessinée, c'est qu'elle utilise un code qui est immédiatement compréhensible par la plupart des lecteurs. Por que não distribuir uma adaptação do Don Quixote em quadrinhos, por exemplo, uma adaptação em 48 pranchas, como se faz hoje de clássicos? Porque nós sabemos que esse tipo de linguagem ela é mais acessível. Voilà, on en revient donc à la nécessité d'utiliser tous les codes graphiques, tous les codes esthétiques, tous les moyens techniques des médias et des industries culturelles aujourd'hui, mais en y ajoutant évidemment un projet éducatif et culturel. Aí a necessidade de se somar, de se juntar todos os códigos utilizáveis, todos os códigos de que se possíveis para realmente criar uma linguagem acessível. Les dramaturges latins, romains, l'avaient dit à leur manière « castigat ridendo mores ». Je traduis. Si on veut corriger les mœurs, il faut faire rire. Bom, j'ai oublié le nom da dramaturge, pardon. Non, c'était le proverbe latin. Ah, sim. Há provérbio latino que diz que é preciso corrigir. Castigat. On corrige les mœurs en faisant rire.
A gente corrigiu. Castigat ridendo mores, en latin. Há um ditado que diz que é preciso corrigir fazendo rir. Ils avaient tout compris. Il faut utiliser. Regardez d'ailleurs, une des raisons du succès en Italie, du mouvement politique 5 étoiles. Moi, je ne l'aime pas beaucoup, mais en même temps, il faut comprendre pourquoi les Italiens, qui en avaient assez, du parti de droite, des partis de gauche, qui ne voulaient plus... Finalement, ce mouvement, c'est un clown. Beppe Grillo, c'est lui qui a lancé ce mouvement 5 étoiles. Comment il l'a fait? Avec le rire, avec ses techniques de clown. Pourquoi ne pas utiliser précisément ces techniques accessibles à tout le monde? Mais je le répète, non pas dans un but populiste, je pense que Beppe Grillo est très populiste, mais dans un but éducatif, véritablement éducatif. Bom, vejamos na Itália o movimento 5 estrelas. Eu não sou um adepto desse movimento, mas o que a gente vê que eles fizeram, né? Eles fizeram com o uso do clown, dessa técnica de fazer rir, justamente para conquistar a população. Betóquio. Bom, são 11h30 e eu que estou fazendo aqui, às vezes, de uma tradutora sem ser tradutora, devo dizer que nós podemos ir para a última questão, antes que eu fique cansada demais e não consiga traduzir mais nada, e eu acho também que podemos passar para a última questão. Muito obrigada. Eu fiquei pensando em uma questão... Oi? Desculpa, Fabiana. Eu fiquei pensando em algo que eu acho que anda ao lado da fake news, né, em relação a essas empresas da economia virtual, que é a questão da espionagem, né, porque são empresas que, além de propagarem informações, elas detêm informações de toda a população comum que utiliza as suas bases de dados, as suas redes, e muitas vezes informações de estados. Então, o Brasil mesmo já foi, né, alvo aí da espionagem do Estado americano, mas através dessas empresas que detêm os servidores de informação e de circulação de informação. Então, eu gostaria de saber como o professor vê isso, se ele tem algum estudo também sobre a espionagem, né, como isso anda lado a lado da fake news. Oui, c'est aussi une question très importante, puisque, en effet, à l'heure actuelle, compte tenu de la plainte qui a été déposée devant le tribunal de Manhattan, l'entourage de Donald Trump est accusé d'avoir utilisé l'espionnage de la part d'une puissance étrangère, en l'occurrence la Russie, au service d'une campagne électorale. Donc on est en plein dans la question du lien entre espionnage e fake news. Bom, é uma questão muito importante, porque nós podemos ver agora mesmo, no tribunal, todo um processo que envolve a eleição do Trump e, possivelmente, o uso do aparelho de espionagem russo a serviço da campanha eleitoral. Et dans la plainte qui a été déposée par le Parti démocrate, donc devant ce tribunal de Manhattan, le réseau Wikileaks est nommément accusé d'avoir favorisé l'espionnage et la diffusion de fake news. E no processo aberto pelo Partido Democrata, no Tribunal de Manhattan, o próprio Wikileaks é acusado, não é, de ter colaborado. Si j'ai bien compris, parce que bien sûr je n'ai pas lu la plainte elle-même, ça c'est les avocats qui l'ont déposée, j'ai lu ce que la presse en a dit. Si j'ai bien compris, le Parti démocrate américain reproche à Wikileaks, par haine de la famille Clinton, d'avoir cherché à faire chuter Mme Clinton, pas tellement pour faire élire Donald Trump, mais pour battre Mme Clinton. C'est-à-dire que le but, ce n'était pas tellement de favoriser l'autre candidat, mais ça revenait à ça. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était détruire la famille Clinton, parce que pour eux, les Clinton n'avaient jamais rien fait pour faire libérer le patron de Wikileaks, Julian Assange, qui est retenu dans l'ambassade d'Équateur à Londres.
Bom, o segundo que eu pude ler, mas eu não tive acesso ao processo aberto pelo Partido Democrata no Tribunal de Manhattan, mas o que eu vi pela imprensa é que o WikiLeaks, na verdade, ele não abre um processo pelo fato do Trump ter sido favorecido. O que o WikiLeaks fez foi tentar destruir a família Clinton. Quer dizer, eles não eram contra Trump, mas eles eram contra a família Clinton. Então, tudo o que eles fizeram foi para destruir a eleição da Hillary Clinton, porque para o WikiLeaks, os Clinton não fizeram nada, né, ou não fizeram o suficiente pela libertação do Julian Assange. Il est à l'ambassade de l'Équateur. Que é aujourd'hui hoje na embaixada do Equador. Donc moi je ne sais pas ce qu'il en est, mais admettons que Wikileaks ait joué un rôle. Ça pose en effet la question que même ces réseaux contestataires, on ne peut pas prendre leur publication au pied de la lettre et que nous devons garder l'esprit critique par rapport, y compris aux Panama Papers, à Wikileaks, à Edgar Snowden. Nous devons conserver en permanence notre esprit critique parce que, en effet, tout peut à un moment être utilisé dans un sens qui consiste à vouloir persuader les lecteurs et non pas convaincre. Je vais terminer par là parce que le grand philosophe français Pascal a écrit au XVIIe siècle une maxime extrêmement pertinente pour montrer la différence entre le verbe persuader et le verbe convaincre. Convaincre, ça s'adresse à la raison, alors que persuader, ça s'adresse au corps, aux passions. Bom, o ponto central é que é preciso também, não importa se o WikiLeaks usou isso para derrubar os Clinton, etc., é preciso também criar uma rede de contestação, não é, diante dessas notícias. É preciso, porque tem o Panama Paper, o caso Snowden, o WikiLeaks, quer dizer, o que cabe a nós é ter um espírito crítico diante dessas notícias, não é? E eu termino essa minha intervenção com uma máxima do Pascal, que faz uma distinção entre o verbo persuadir e o verbo convencer. O verbo persuadir, ele ele vem da cabeça, ele vem da razão. Pardon, c'est l'inverse. Bom, obrigada. É isso, muito obrigada.